Et on va voir ensemble qu'il est possible d'ajouter Go en deuxième ou troisième langage à sa boîte à outils. Il suffit d'aller sur go.dev, de là, Getting Started, et vous pouvez installer Go en allant sur Download. Et en fonction du système d'exploitation que vous avez, vous pouvez choisir si vous avez Windows, installer le MSI. Si vous avez un macOS, en fonction de l'architecture, vous choisirez le bon package, ou Linux. Et de là, vous suivrez un next, c'est pas compliqué. Ensuite, on va se créer un répertoire vide qui nous servira de sandbox dans laquelle jouer. Donc, je vais me créer un nouveau dossier que je vais appeler go-45-mins. Moi, j'ajoute un bis parce que j'ai déjà forcément le 45 minutes tout court qui m'a servi à préparer cette vidéo. Et de là, on peut ouvrir un IDE. Voilà, moi, j'utilise Visual Studio Code et je peux ouvrir maintenant ce répertoire. On va sur le bureau. En tutorials, on ouvre notre 45 minutes bis, Go 45 minutes bis. Voilà. Bon, on n'a rien forcément pour l'instant. Tout commence par la création d'un fichier main.go, donc l'extension Go. Alors, vous pouvez voir tout de suite que j'ai l'extension Go qui est reconnue. Faites pas attention pour l'instant au surlignement rouge, c'est parce que j'ai pas encore créé de package main. Donc si vous allez dans extension, vous tapez Go, vous allez voir que voilà, c'est ce que j'ai installé. C'est très bien comme extension, celle qui est utilisée le plus, 10 millions d'installations. Et donc vous l'installez simplement, si vous êtes sur Visual Studio Code. Donc vous aurez un bouton Install plutôt qu'un Install. Je tiens à remercier Infomaniac qui a rendu possible la création de cette vidéo dédiée à Go. Infomaniac est depuis des années sur le podium des meilleurs hébergeurs web, grâce aux performances et nombreuses options des hébergements proposés, un support client de qualité et qui vous répond en plusieurs langues, dont le français, aux nombreux services web complémentaires proposés, tels qu'une messagerie, un cloud 100% souverain pour stocker vos données, et même Swiss Transfer, probablement le plus connu des services gratuits, qui vous permet d'envoyer jusqu'à 50 Go de données, soit beaucoup plus que la concurrence. Rendez-vous sur la page web de Infomaniac, et on retourne sur nos tutoriels dédiés à Go. Voilà, pour être aidé ensuite à avoir de l'autocomplete. Alors, on a donc dit que pour créer une application Go, les choses sont simples, vous savez, on est déjà aidé, il faut créer un package main. Et de là, vous avez une fonction main. On remarque tout de suite que pour créer une fonction, c'est plus court qu'en JavaScript, par exemple, c'est pas le mot function, c'est le mot-clé func, tout court. Bon, en Rust, il faut encore plus court, c'est fn, mais c'est une autre histoire, donc func. Et de là, vous n'allez pas y couper, on va faire un petit hello world, c'est-à-dire qu'il va falloir afficher quelque chose à l'écran. Pour ça, on utilise le package FMT. Vous avez vu, on a l'auto-import aussi, grâce à notre extension qu'on a installée. On importe pour nous le package FMT, qui nous donne accès à une fonction qui nous permet d'imprimer sur une nouvelle ligne, print line. Qu'est-ce qu'on veut imprimer ? Vous avez deviné le fameux Hello World. Je crois qu'il y a un point d'exclamation. Et de là, pour l'exécuter, vous ouvrez votre console. Moi je le fais avec commande J, sinon vous pouvez ouvrir votre console à l'aide de View Terminal. Et de là, il nous suffit d'exécuter à l'aide de go run main.go, donc notre package Go qui a une fonction main, qui est le point d'entrée de votre application. Et là, sans surprise, vous voyez, hello world, félicitations, vous savez programmer en Go. Enfin bon, pas exactement encore, mais voilà, ça vous montre déjà comment les choses fonctionnent. Il faut un package main, on apporte ce dont on a besoin, et de là on crée une fonction qui ensuite comporte une instruction qu'on a envie d'exécuter. Alors immédiatement, quand on prend en main un langage qu'on a envie de faire, c'est créer sa propre fonction et pour l'appeler par exemple. Même topo, func pour créer une fonction, et on va appeler cette fonction displayMessage. DisplayMessage. Vous remarquez tout de suite qu'ici j'utilise une majuscule. Pourquoi ? Parce qu'en Go, c'est une convention de nommage qui veut que si vous voulez que votre fonction soit publique, l'équivalent de public, il faut qu'elle commence par une majuscule. Pareil pour des noms de variables, pareil pour les propriétés d'une struct, on verra ce qu'est ensemble un struct. Donc voilà, quand vous verrez des choses en majuscule, c'est-à-dire qu'elles sont publiques. Donc souvent on crée des choses publiques, donc je mets en majuscule par défaut. Si vous voulez que ce soit privé, vous appelleriez simplement cette fonction display. Donc displayMessage. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser notre package FMT pour afficher ceci est un message par défaut. Et bien de là, donc vous pouvez maintenant appeler cette fonction, pas sans surprise, simplement en tapant le nom de la fonction, en le faisant suivre des parenthèses ouvrantes et fermantes, comme on le ferait en JavaScript par exemple. Et de là, si vous exécutez votre fonction, vous pouvez voir que maintenant vous avez bien cette fonction qui a été exécutée, qui contient une ligne, la ligne 10, qui indique que ceci est un message par défaut. Alors petite originalité de Go, on pourrait presque dire bizarrerie, c'est qu'il n'y a pas de function overload. Donc si vous avez envie de créer une fonction qui prend un paramètre plutôt que d'afficher simplement un message par défaut, appelons-la
display custom message, eh bien, elle peut prendre en paramètre un message. Comme Go est fortement typé, il faut indiquer le type du paramètre qui est attendu, c'est une string. Et de là, eh bien, vous pouvez, plutôt qu'utiliser println, on va utiliser printf pour formater notre message qu'on veut envoyer, qui dira simplement que notre message, eh bien, ce sera quelque chose qui aura un pourcentage V pour dire la valeur de message. Donc si maintenant on décide d'utiliser notre fonction display custom message et de lui faire afficher simplement Go, allez, en 45 minutes. Hop, vous voyez bien Go en 45 minutes. Bon là, pourquoi est-ce qu'on a ce petit pourcentage? Pour pas l'avoir, on peut ajouter un \n pour un retour à la ligne. Voilà, Go en 45 minutes. Pourquoi est-ce qu'on a donné un autre nom à cette fonction? Vous allez tout de suite remarquer la chose, c'est que si on n'avait pas mis, par exemple, custom, là il va tout de suite se plaindre et vous dire que vous êtes en train de redéclarer ce bloc. Tout simplement parce que en Go, il n'y a pas d'overload de fonction, donc vous ne pouvez pas avoir une fonction et avoir une autre la fonction avec le même nom mais qui prendrait un nombre différent de paramètres. Mais bon, au moins la chose est claire, quand vous verrez ce message d'erreur, vous saurez que vous avez simplement donné à votre fonction un nom identique à une autre fonction alors qu'elle n'a pas le même nombre de paramètres. Donc voilà, passer un paramètre à une fonction, c'est simple. La seule chose qu'il faut, c'est bien penser, comme vous êtes en présence d'un langage fortement typé, à préciser le type. Vous pourriez décider de retourner quelque chose. Mais là, c'est pareil. De nouveau, c'est un langage fortement typé. Bon, vous pouvez indiquer après la parenthèse fermante que cette fonction va retourner quelque chose, par exemple une string. Et de là, vous pouvez décider de retourner cette fameuse string. Qu'est-ce qu'on va faire? On va de nouveau utiliser fmt, qui nous permet à l'aide de la fonction, alors je ne sais pas comment vous le prononceriez, sprintf, eh bien de formater, de pouvoir vous créer en fait un message custom, un peu comme on le fait dans le monde de JavaScript, vous savez, avec les backticks, et ensuite dans les backticks on utilise, vous savez, ce genre d'accolade ouvrante et fermante. Voilà, en Go il y a l'équivalent, ça se fait à l'aide de sprintf, et vous pouvez dire par exemple que le message, c'est, comme tout à l'heure, ce message-là. Bon, comme c'est une string, on pourrait utiliser %s, mais on va rester sur %v. Un petit retour à la ligne et afficher le message. Alors, on remarquera une chose aussi en Go, c'est que bien souvent, les noms de variables sont très courts. Donc, plutôt que de mettre message, on aurait tendance à mettre message comme ça avec un M. Pourquoi? Parce qu'en fait, la chose est fortement typée. Donc, bien souvent, vous aurez un type, par exemple, message, qui permettrait de savoir que M, s'il sera de type message ou que M est de type string. Mais bon, comme c'est une vidéo vraiment pour débuter en Go, pour que les choses soient explicites, je vous mets message. Mais vous étonnez pas, vous verrez souvent dans le code d'autres personnes qu'ils utilisent des noms de paramètres et de variables très courts. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme précédemment? Une fonction qu'on déclare avec func. On lui a donné un nom unique, un nombre de paramètres. Elle prend un seul paramètre de type string. Elle retourne une string, d'où le return ici. D'ailleurs, si vous oubliez le return, ça va être très clair. Il va vous dire ici, il manque un return, puisque vous devez retourner une string. On est bien aidé, généralement, quand on écrit des applications Go. Si bien que maintenant, on peut se débarrasser de ça. Bon, on va se débarrasser de ça. On se concentre vraiment sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez récupérer ce qui est retourné. Comment est-ce qu'on peut créer, initialiser une variable en Go, tout simplement, en utilisant de points égal. Vous allez l'utiliser énormément, majoritairement. C'est-à-dire qu'ici, on déclare une variable message à l'aide de points égal et on l'initialise immédiatement avec le retour de l'appel à cette fonction qui prendra, par exemple, Go est très rapide. Là, qu'est-ce qui vous souligne? Il souligne le fait que vous avez déclaré une variable mais que vous ne l'utilisez pas. Donc, on va s'en servir et on va simplement imprimer le message. Et hop, vous avez votre message, le point Go est très rapide. Donc ça, c'est vraiment la façon dont vous déclarez le plus souvent une variable. Et par type inference, ce message sait que c'est une string. Donc vous ne pouvez pas essayer ensuite plus tard de lui mettre un autre type. Donc si vous avez un message, vous mettiez par exemple 4, là il va se plaindre, il vous dira non. Le type 4, qui est de type integer, ne peut pas être utilisé alors qu'une string est attendue. Sinon, la façon longue de le faire, et que vous serez obligé de faire quand vous êtes en dehors de toute fonction, là on est dans la fonction main,
Là, vous pourriez déclarer que vous avez une variable var message. Bon, là, ça marche sans préciser le type, mais vous pourriez indiquer vraiment explicitement, vous avez une variable message de type string. Ça se lit comme on le lirait finalement à un autre être humain. On a une variable message qui est de type string. Alors moi, étant un développeur JavaScript de longue date, j'ai tendance à vouloir mettre const à la place de var, mais bon, je vous ferai rappeler à l'ordre rapidement. Et donc majoritairement, vous allez vous rendre compte que les variables sont déclarées à l'aide de ces deux points égales. Je me demandais quand je commençais à bosser Go, qu'est-ce que c'était ce deux points égales. Voilà, c'est simplement une façon de déclarer une variable et l'initialiser immédiatement. Et donc si vous voulez déclarer une variable en dehors de toute fonction, comme mettez les tutos, le point égal Go, vous avez vu là, il se plaint. Il vous dit que il s'attendait à une déclaration, il a trouvé tuto. Parce qu'on est en dehors de toute fonction, il faut que ça commence par un mot-clé. D'où l'importance de commencer par var, tuto, string. Et là, ça marcherait. Et l'avantage étant que vous pourriez utiliser tuto dans n'importe quelle autre fonction. Donc pensez bien à ça. Cette façon de déclarer une variable, vous l'utiliserez majoritairement. Mais quand vous n'êtes pas dans le corps d'une fonction, il faudra utiliser la version longue. Que ce soit pour déclarer une string ou un integer, hein, par exemple var, on va dire n'importe quoi, monnaie qui est de type float 64 par exemple, et puis vous décidez de mettre, je sais pas moi, 125,50, voilà, ça marche de la sorte. Mais vous ne pourriez pas utiliser la version courte monnaie de point égal, parce qu'on est en dehors d'une fonction. Et évidemment, une fonction pourrait prendre plusieurs paramètres. Donc imaginons qu'on soit presque dans l'esprit d'un chat. On voudrait par exemple avoir une fonction qui s'appellerait display custom message et qui prendrait non seulement un auteur de type string, mais aussi un message de type string. Eh bien, donc ce que vous pourriez faire, c'est afficher deux variables. Bien, tout d'abord l'auteur, puis le message. Ce qui veut dire que maintenant, lui, il se plaint parce qu'il sait que cette fonction, elle veut deux arguments type string et elle n'en a reçu qu'un. Donc on va simplement dire que l'auteur c'est Sam qui dit que Go est très rapide. On l'exécute. Voilà. Donc on peut bien recevoir sans problème plusieurs paramètres, heureusement. Et vous avez une forme raccourcie. Vous avez vu, on a ces deux paramètres qui attendent ceux qui sont de type string. Donc vous pourriez très bien utiliser à la suite les deux paramètres, séparés par une virgule, et indiquer le type qu'une seule fois. Allez, on fait un peu de ménage. Qu'est-ce qu'il se passerait si on voulait utiliser une fonction? Ah, remarquez, vous avez vu, on ne se sert plus du package format, et là, il se plaint. On n'a pas le droit d'importer des packages qu'on n'utilise pas, et ça ne compilerait pas. Donc c'est bien pour les performances, mais c'est pénible quand on crée un POC, parfois, d'avoir à commenter des choses qu'on n'utilise plus, mais qu'on sait qu'on va réutiliser plus tard. Donc rassurez-vous, c'est normal. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se créer une autre fonction, de nouveau elle est du mot-clé func, qui s'appellera food order, qui va nous permettre de commander de la nourriture. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous permettre de commander une certaine quantité de nourriture, qui sera de type integer, et également le titre, qu'est-ce qu'on veut commander, je sais pas moi, des rouleaux de printemps, une pizza, donc ce sera de type string. Et ça nous retournera un résumé de notre commande qui sera de type string. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Simplement, comme précédemment, formater une chaîne qui associera du texte qu'on connaît déjà avec du texte variable. Donc on utilisera du nouveau sprintf, et ce sprintf, alors remarquez au passage que ça y est, ligne 3, il n'y a plus de plainte du fait qu'on n'utilise pas import, puisque le FMT, ce package, puisqu'on l'utilise maintenant en ligne 9. Et on va simplement indiquer que vous avez commandé. Eh bien, ça ce sera pour la quantité, et ça ce sera pour le titre. Une certaine quantité d'un certain type de nourriture. Donc maintenant, si on veut utiliser cette fonction, on peut dire qu'on a une commande, qu'on essaie d'appeler order, on la déclare et on l'initialise à l'aide de point égal, et elle va récupérer simplement ce qui sera retourné par notre fonction food order, et on va dire que vous allez commenter, deux boboon. C'est un plat complet vietnamien. De nouveau, il se plaint qu'on n'utilise pas cette fonction, cette variable qui a été déclarée mais qui n'est pas utilisée. C'est bien qu'on va l'afficher.
ici même. Et donc maintenant, si on exécute de nouveau à l'aide de go run main.go, eh bien vous avez vu que vous avez commandé 2 bobounes. Donc pas de problème, évidemment, vous pouvez passer des paramètres de type différents. Ce qui est intéressant avec Go, c'est que vous pouvez retourner, et original, plusieurs choses. Donc admettons que vous ayez envie de retourner 2 choses, une string et une erreur. Donc vous pouvez à ce moment-là, il faut utiliser une parenthèse pour dire qu'il y a 2 choses qui peuvent être retournées par cette fonction, c'est une string et une erreur. Bon, là, évidemment, il se plaint parce que le type de retour ne correspond plus, parce qu'ici on récupère une seule chose alors que cette fonction retourne 2 éléments, une variable, enfin 2 valeurs finalement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut par exemple utiliser ce genre de logique pour dire si la quantité est inférieure ou égale à 0, à ce moment-là, on retourne une chaîne vide en résultat et une erreur. Et là, on peut retourner une erreur en utilisant le package errors qui nous met à disposition la fonction new et qui nous permet d'indiquer un message d'erreur précis du genre il faut commander au moins un article. Et si vous atteignez la ligne 17, c'est-à-dire que les choses se sont bien passées, à ce moment-là, vous retournez le message qu'on avait précédemment et l'erreur, une erreur. Alors au lieu que ce soit null, comme dans les autres langages, c'est nil. Et donc là, on a résolu le problème ici du fait que on a cette fonction qui retourne maintenant 2 choses, une string et une erreur. Mais ici, on récupère qu'une seule variable. Donc il faut indiquer que ici, on peut récupérer 2 choses. Donc on déclare et on initialise 2 variables. La fonction order, qui correspondra au résumé, vous avez commandé 2 bobounes par exemple, et une erreur qui correspondra à l'erreur retournée si on n'a pas commandé une quantité suffisante. Et donc ça, vous allez le taper des centaines de fois. Maintenant que vous avez une erreur, mais il faut tester. D'ailleurs, votre programme se plaint, dit vous avez déclaré cette fonction, mais vous ne l'utilisez pas. En fait, vous testez que si l'erreur n'est pas nil, c'est-à-dire que s'il y a une erreur, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous décidez d'afficher un message qui permettra à l'utilisateur de corriger son erreur en disant par exemple veuillez, une erreur métier, à ce moment-là plutôt une indication métier, veuillez vérifier les quantités demandées. Voilà. Et de là, vous pouvez indiquer l'erreur. Alors vous remarquerez également que on a un if pour tester une valeur, comme dans plein de langages, sauf qu'il n'y a pas de parenthèse. Donc c'est parti, on teste. Voilà, vous avez commandé 2 bobounes, et si on en commande 0, là on devrait être dans le cas où l'erreur va se déclencher. Vous avez vu, voilà, c'est parti. Veuillez vérifier les quantités demandées, ça correspond à ce qu'on affiche ici. Et l'erreur qu'on a affichée là, il faut commander au moins un article, s'affiche ici même, en tant qu'erreur. Remarquez également que chaque fois que vous importez quelque chose, ça a été autant importé pour vous, vous n'êtes pas obligé de faire import errors from, import fmt from. Vous avez vu, ça vous met proprement, entre parenthèses, les différents packages qui ont été importés. Vous n'êtes pas obligé de répéter le mot import pour chaque package. Donc voilà, ça vous allez le voir extrêmement souvent. Vous allez utiliser notamment des fonctions de la standard library qui vous retournent plusieurs choses. Là, par exemple, une string et une erreur. Et ce sera à vous de récupérer les 2 choses en question retournées par cette fonction. De toute façon, comme c'est fortement typé, vous saurez non seulement combien de choses sont retournées par la fonction, mais en plus quel est leur type. Il n'y aura pas moyen de se tromper. Alors là, notre fonction, pour l'instant, c'est bien, on sent bien vers quoi on veut aller, en fait, vers une petite application qui pourrait servir à un restaurant, vietnamien en l'occurrence, avec nos bobounes. Mais donc, ce serait bien quand même que l'utilisateur puisse lui-même saisir ce qu'il a envie de commander, et pas que ce soit en dur. Mais ça, c'est très simple. On va refaire un peu de ménage. Pour l'instant, on laissera jouer l'auto-import. Imaginons que vous ayez envie de permettre à l'utilisateur d'indiquer quelles sont ces informations de contact. Je vous disais, imaginons qu'on ait une fonction func qui va nous permettre de récupérer les informations de contact d'un utilisateur de notre application. Disons qu'on veut récupérer simplement son first name, son prénom,
Alors first name de type string. On crée une autre variable pour le last name également de type string, et un email. Bon, vous vous souvenez qu'on aurait aussi pu utiliser une forme courte qui aurait pu être var first name, last name, email, de type string. Bon, là il se plaint parce que c'est déclaré mais c'est pas utilisé. Donc voilà, optez pour la syntaxe que vous préférez. Et bien de là, pour pouvoir ranger, si on peut dire, chaque élément que va saisir la personne, l'utilisateur, depuis la ligne de commande dans chaque fonction, eh bien, il suffit d'utiliser de nouveau une fonction mise à disposition par le package FMT. Eh bien, il suffit. Alors, on va quand même indiquer à l'utilisateur ce qu'on attend de lui. On commence par afficher veuillez saisir votre prénom. Alors là, il se plaint parce que l'auto-import, visiblement, je n'ai pas laissé le temps de marcher, donc sinon vous avez la petite ampoule. Voilà, ça vous ajoute l'import. Et ensuite, pour récupérer cette valeur, vous faites quoi? Vous utilisez la fonction scan. Vous remarquez que toutes les fonctions qu'on utilise depuis le package, elles commencent avec une majuscule. Simplement parce que c'est des fonctions publiques. Sinon, si elles avaient été en minuscule, on n'aurait pas pu les utiliser. Donc, on veut récupérer la valeur du prénom dans notre fonction firstName. Et là, allez vite vous rendre compte. Ah non, mais il n'y a même pas de message qui nous prévient. En fait, ce qu'on veut indiquer, c'est le pointeur vers cette variable. Alors, je vais vous montrer déjà. On va commenter ça pour pouvoir déjà s'arrêter là. Simplement pour déjà voir ce qui va se passer. Et ensuite, afficher ce que va contenir notre firstName. Ça va être une première exposition au pointeur finalement. Donc on a notre fonction, il faut qu'on l'appelle. Pour l'instant, elle va se contenter de demander simplement le firstName. C'est parti. Et bien là, vous avez vu, boum, ça sort tout de suite. Pourquoi il se passe ça? Parce qu'en fait, scan, il a besoin qu'on lui passe un pointeur, c'est-à-dire pour pointer vers l'adresse, il suffit d'indiquer avec le « et ». Vous voulez utiliser scan pour pointer vers l'adresse de firstName. Donc cette fois-ci, hop, on ne sort plus de l'application, là elle se met en pause, elle attend que vous fassiez quelque chose. Eh bien, allez, je prends mes Bob. Là, vous pouvez voir que maintenant, ce qui est bien affiché, c'est Bob. Donc scan a bien attendu que vous saisissiez quelque chose, et ce qui a été saisi, eh bien, ça a été rangé, si on peut dire, stocké à l'adresse de la variable firstName. Donc, pensez bien que and, c'est juste l'adresse vers une variable. Donc, faisons la même chose avec le nom. On va juste dire votre nom. Et à ce moment-là, pour que l'utilisateur saisisse quelque chose, pour lui permettre de saisir quelque chose, il suffit d'utiliser scan, et pensez bien en fait que maintenant vous devez utiliser une variable, mais en fait pas simplement une variable, l'adresse d'une variable. Donc vous allez dire simplement à scan, voilà, moi ce que l'utilisateur va saisir, ici je veux que ça pointe vers l'adresse de lastName pour que la valeur saisie soit à l'endroit, à l'emplacement mémoire de lastName. Et même chose pour l'email. Votre adresse email. À nouveau, on utilise scan et on lui indique l'adresse mémoire d'une variable. Ce sera l'adresse mémoire avec and, l'adresse de la variable email. Et donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est retourner tout ça. On va retourner le firstName, le lastName, l'email. Donc pensez bien à indiquer ici qu'il y a trop, là c'est bien, il vous indique qu'il y a trop de valeurs de retour. En fait, il s'attendait à ce qu'il n'y ait rien de retourné, et nous, on lui indique qu'on veut retourner 3 strings. Vous savez ce qu'il faut faire maintenant. Il suffit d'indiquer qu'ici, on veut retourner 3 strings. Et donc c'est parti. Ici, on peut récupérer le résultat. Par exemple, là, on va utiliser, comme je vous disais, des formes courtes que vous verrez souvent en nom de variable en Go. Le firstName, le lastName, le mail.
On déclare et on initialise nos variables ici même. Et ce qu'on va faire maintenant, de nouveau d'aller de notre package FMT, on peut utiliser printf qui nous permet de formater et d'afficher directement quoi donc le prénom, le nom et l'email. Et donc ensuite on indique ce qui doit être remplacé en fait ici. Donc ici ce sera le prénom, donc on mettra first name, pour le nom last name, pour l'email M. Donc si tout va bien, prénom, allez, on va dire que c'est Alan Turing. Et on peut bien constater qu'on a pu récupérer les 3 valeurs saisies. Prénom, nom, email. Alors bon, d'accord, on peut retourner plusieurs variables, mais c'est quand même un peu dommage de ne pas avoir quelque chose, un type qui correspondrait, par exemple ici, mettons que ce soit un client. Ce serait quand même mieux de retourner un type customer, par exemple ici, que d'avoir 3 strings, finalement, dont, d'un point de vue métier, on ne sait pas à quoi ils correspondent. Eh bien, Go n'est pas un langage orienté objet. En revanche, il vous met à disposition un type de données qui vous permet d'avoir un ensemble de champs propres à une valeur. Par exemple, on a dit qu'on voulait que ça corresponde aux coordonnées d'un customer, d'un client. Eh bien, on peut créer ce type à l'aide du mot-clé type. On l'appelle customer et on dit qu'il est de type struct. Et le type struct, eh bien, c'est un peu comme un objet finalement dans les langages orientés objet. Donc on peut dire que, il aura un ID de type int, un first name de type string, un last name de type string et un email de type string. Ce qui fait que maintenant, on peut décider ici, au lieu de retourner ces 3 strings, de retourner plutôt simplement un customer. On n'aura plus besoin du coup de ces parenthèses là. Vous avez vu le petit logo qu'il y a eu. Voilà. Et là, on sait tout de suite que ce type customer, il a ces 4 champs et on connaît même leur type. Donc c'est parti. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est à la fonction scan qui permet d'attendre la saisie d'un utilisateur, on peut lui indiquer qu'on veut toujours l'adresse, pointer vers l'adresse de quoi donc cette fois-ci d'un nouveau customer. Donc ici, on va se débarrasser de ça et on va dire que on veut créer. C'est comme une instance de customer. Donc c'est une variable customer qui va être de type customer. Et comme au départ elle est vide, on la déclare et en la faisant suivre de ces 2 accolades. Et donc maintenant ici on peut pointer, à l'aide de la notation pointer, vers l'adresse du customer.firstname. Ici même chose, Can, on va lui passer un pointeur, l'adresse plutôt, on va lui demander de pointer vers l'adresse du customer last name. Et là vous l'avez deviné, on va demander à pointer vers l'adresse, à l'aide du and, vers le customer email. Et donc maintenant, au lieu de retourner 3 strings, on retourne notre customer. Donc maintenant, ici, vous avez vu, on est bien aidé, il nous dit, il y a un truc qui ne va pas chez vous là, c'est que vous attendez 3 variables, mais en fait, la seule chose qui va être retournée, c'est une valeur. Et une valeur, qu'est-ce qui va être retourné? Une valeur de type customer. Très bien. Du coup, ici, on va récupérer simplement un customer qu'on va appeler C. Et maintenant, on peut afficher les 3 valeurs qui nous intéressent du customer. Son first name, son last name, son adresse email. C'est reparti. Allez, votre nom. Allez, c'est reparti pour Alan Turing. Je sais plus ce que j'avais mis à Turing, je crois. @genius.uk. Eh bien, ça marche, toujours. En Go, il n'y a pas d'objet, en fait. C'est pas un langage orienté objet. En revanche, vous avez la possibilité de créer une struct. D'ailleurs, ça existe aussi en Rust, si je me souviens bien. Et voilà, je vais remettre les choses proprement à l'aide de majuscule Option F.
Donc, vous remarquez, contrairement à un objet en langage programmé objet, comme C#, Java ou JavaScript, vous avez que des champs finalement, vous n'avez pas de comportement. On verra plus tard dans les vidéos comment ajouter du comportement. Donc ça nous permet simplement d'avoir un type de données et qui a des champs différents. Donc ça nous permet des champs qui peuvent être heureusement de types différents aussi. Donc ici on a un int et le reste ce sont des strings. Et d'ailleurs si vous voulez voir, c'est important à voir parce que vous allez voir notamment à la suite de cette vidéo quand on va créer une application qui nous permettra de scraper une page web, de voir que c'est bien de reconnaître à quoi ressemble un type comme ça, comme struct, une fois qu'on veut imprimer son contenu brut. Voilà, on prend notre... Donc on peut, à l'aide de print, lui passer n'importe quel type, notamment un type customer, qu'il ne pouvait pas connaître, puisque c'est nous qui l'avons créé à l'instant. C'est reparti. Vous pouvez voir que là, on a toujours ce qui s'affiche, qui correspond à la ligne 14, mais en plus, ici, vous pouvez voir qu'on a la façon dont s'affiche un struct, et vous pouvez voir que par défaut, comme on n'a pas utilisé l'ID encore, par défaut, il a été initialisé à 0, vu que c'est un integer. Si ça avait été une string, il aurait été initialisé à une chaîne vide. Si ça avait été un float, à 0 également. Si ça avait été un booléen, à false. Donc voilà à quoi ressemble un struct quand vous voulez faire un console.log pour voir ce qu'il y a dedans. Donc on ne voit pas la clé, mais on voit les values. Voilà, Turing et l'email. Ce que vous allez rapidement être amené à faire dans vos applications, c'est de ne pas réinventer la roue tout le temps, c'est d'utiliser des packages faits par d'autres personnes. Évidemment, c'est possible en Go. Et comme c'est le cas, par exemple en JavaScript, vous avez besoin, avant d'installer des packages, d'avoir un package.json, vous avez l'équivalent en Go. C'est simplement de créer, d'initialiser votre propre module à l'aide de Go, mod, init. Et là, vous donnez un nom à votre module. Comme notre application s'appelle Go45-bis, il y a une convention de nommage qui veut que vous pointiez vers votre repo GitHub. Donc ça donnerait une adresse du genre github.com/codeconcept. Pour ma part, vous aurez un autre nom, forcément. Et puis on va l'appeler Go... comment est-ce qu'on avait dit Go45 means, allez, on va ajouter un bis, puisque moi je l'ai appelé bis. Donc go mod init, c'est parti, vous créez l'équivalent, finalement ce fichier go.mod, l'équivalent d'un package.json dans le monde de JavaScript. Hop, il vous indique la version de Go que vous utilisez, et ça vous indique maintenant que vous avez ce module correspondant à ce qu'on a tapé après init. Et maintenant, donc vous pouvez aller chercher un package qui vous intéresse. Qu'est-ce qu'on veut ? Nous, on aimerait bien avoir un ID généré automatiquement de type UUID, plutôt que d'avoir ces int qui reste à 0. Et bien pour ça, il suffit, là vous pouvez également le mettre dans vos favoris, ce site, il suffit d'aller sur package.go.dev. Par exemple, vous cherchez UUID, et vous allez trouver qu'il y a un package qui s'appelle UUID. Vous avez vu sur la même structure, github.com/google, donc c'est Google qui a créé ce package qui s'appelle UUID. Et pour l'installer, comment vous faites ? Vous faites un go-get. Et si vous connaissez l'anglais, vous savez que go-get, c'est ce qu'on dirait, allez, va chercher ça, go-get this, go-get that, go-get, je sais pas, de ketchup. Donc, il vous suffit de copier ça. Et maintenant que vous avez bien votre Go mode, il va vous l'installer sans problème. Voilà, ça a été ajouté. Et maintenant, on voit bien qu'il figure ici. Alors là, il est sur ligne parce qu'il n'est pas utilisé. It's not used. Donc, pas de problème, on va l'utiliser dès maintenant. Et on va laisser l'auto-import faire le boulot pour nous. Et donc, au moment où on crée ce contact info, on va gagner un peu de place. Eh bien, ici, la seule chose qui nous manque, c'est finalement un ID maintenant propre à ce customer. Donc, à la fin, ça, on n'a pas besoin de le demander à l'utilisateur. C'est quelque chose qui, en général, est généré par vous et souvent par la base de données que vous utilisez. Mais bon, là, on va dire que c'est nous qui le générons à la main. Donc, on crée une variable ID, on l'initialise de suite, donc à l'aide de 2 points égales. Et là, on utilise notre package UUID. Vous avez vu ? Il est capable, votre IDE, donc de repérer que c'est quelque chose qui est fourni par le package github.com/google/id, donc vous acceptez avec l'entrée. Et là, maintenant, vous pouvez utiliser la fonction new. Alors là, j'ai pas la science infuse, j'ai regardé dans la doc. Et ensuite de là, vous appelez la fonction string. Voilà comment vous générez un UUID. Et maintenant, vous allez ajouter ce UUID à votre customer. Vous avez vu, il s'attend bien à avoir un ID. Et vous considérez que cet ID, ça doit être égal au UUID qui a été généré
ligne 34. Pourquoi n'est-il pas content? Ah, parce qu'on a dû le déclarer en tant que int. Hop, en tant que string. Et là, c'est parti. Faudrait qu'on... Vous savez quoi? On va commenter cette ligne pour ne voir que notre instance de customer, notre variable type customer en entier. En espérant voir cette fois-ci qu'en ID, il y aura un UUID. C'est reparti. Ouais, on va mettre du plus court. On va juste mettre A, non Z. C'est juste pour gagner du temps. Eh bien, c'est bien parti, vous avez vu, ici, on a bien un UUID, pas de doute, c'est bien la structure d'un UUID. Donc voilà comment, en Go, vous pouvez très simplement, comme dans tous les langages modernes de nos jours, en fait, donc, bénéficier de l'écosystème. L'écosystème, il est mis à disposition via ce site qui vous met à disposition des packages, Go, package.go.dev, et vous cherchez ce qui vous intéresse. Ici, en l'occurrence, ce qui m'intéressait, c'était un package de UUID. Qui permet de générer des UUID. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à notre utilisateur de passer commande de plusieurs articles. On va toujours rester dans notre logique d'application de restaurant, par exemple. On aurait pu l'appeler food, mais bon, il se trouve que dans le repo, je l'appelais item, donc on va l'appeler item. Donc on crée quelque chose de on crée un nouveau type, à l'aide de type, qu'on décide d'appeler item, qui sera type struct. Ce qui va nous permettre d'avoir plusieurs champs. Un pour l'ID, de type string. On utilisera de nouveau le package UUID, un titre, pour savoir ce que veut commander la personne, est-ce que c'est une pizza, une salade, une quantité. Bon voilà, comme c'est une quantité, ça va être de l'int. Bon, si on voulait, on pourrait même être plus précis et dire que c'est du uint unsigned integer. Parce qu'on va pas commander -1, -2. Allez, juste pour s'amuser, on utilise un uint, unsigned integer. Et on peut dire qu'on va préciser si c'est de la nourriture ou des boissons. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un flag. On se crée un flag, on décide d'appeler isFood, qui sera un booléen. Donc si c'est de la nourriture, on mettra à true, si c'est une boisson, on mettra à false. C'est juste histoire d'avoir des champs de types différents dans notre type qu'on a décidé d'appeler item. Une autre chose importante, c'est qu'on peut voir que quand vous commandez de la nourriture dans un restaurant, généralement il y aura à minima une nourriture, puis bien souvent une boisson, donc vous aurez plusieurs items. Et comment est-ce qu'on peut créer des items? À l'aide de array, en Go, mais en fait vous aurez plus souvent recours, 99% du temps et plus, à ce qu'on appelle des slices. C'est la même notation, donc vous allez créer une commande qu'on décide d'appeler order, et pour pouvoir l'utiliser dans différentes fonctions, vous avez vu, on est hors de toute fonction, d'où l'utilisation de var. On peut pas utiliser order de point égal, il va tout de suite se plaindre. Donc on utilise le mot-clé var pour dire qu'on veut créer une order, et qu'au départ ce sera un array. En fait ce sera pas un array, parce que ce sera un array si on lui passait une taille fixe. Alors quand on ne donne pas de taille, ça permet à ce tableau de grandir et de diminuer de manière dynamique. C'est pour ça qu'on appelle ça une slice en Go. Et donc on va dire que ce sera un tableau de type item, donc il pourra contenir de 0 à 10, 5, n items. Et pareillement, pour déclarer quelque chose de vide, on indiquera simplement des parenthèses ouvrantes et fermantes. Et là c'est parti. On peut bien créer une fonction qui va nous permettre de récupérer la commande de cet utilisateur. Vous connaissez la musique maintenant. Func pour créer une nouvelle fonction. On va l'appeler getUserOrder pour récupérer la commande de l'utilisateur. Ça va être l'occasion de créer une nouvelle nourriture. On commence par la nourriture. Donc on crée une variable qu'on décide d'appeler nourriture et qui sera de type item. Sachant qu'un item, ça peut être soit une food, soit une drink selon ce qu'on a à l'aide de ce flag. Et là, c'est parti. On demande à l'utilisateur ce qu'il souhaiterait manger. Que désirez-vous manger? Vous savez maintenant comment on fait. À l'aide de scan, on donne la possibilité de l'utilisateur de saisir quelque chose dans la console. Et vous vous souvenez qu'il faut indiquer à scan une adresse, l'adresse d'une variable dans laquelle on veut stocker la donnée qui sera saisie. Donc adresse, c'est le signe et commercial. Et on va pointer vers la propriété title de notre food. Alors là, vous allez voir que scan, ce qu'on a utilisé jusqu'à présent, ça marchera bien que pour les noms de nourriture comme un hamburger, pizza et autres d'un seul mot. En revanche, si vous écrivez comme boboon, ce que j'avais utilisé tout à l'heure, ou je sais pas moi, chou à la crème, il s'arrêtera à la première, au premier mot. Donc ce qu'on va faire, je vous montre tout de suite comment on fait pour lire plusieurs phrases. Ce ne sera pas avec scan, on s'en servira pour la quantité de scan, parce qu'on indiquera qu'il n'y aura une seule saisie, ce sera 1, 2, 5, 10. Si vous voulez lire toute une phrase, en fait, il faut créer un reader. Et pour ça, on va utiliser un package fourni par la standard library qui s'appelle buffer.io. Et ce buffer.io
eh bien il a une fonction new reader qui vous permet de créer un nouveau reader. À partir de quoi? Il veut lire à partir de quelque chose. Il pourrait lire à partir d'un fichier, il pourrait lire à partir de plein de choses. Vous voulez qu'il lise à partir de la console. Dans la console, comme c'est le cas dans beaucoup de langages de programmation qui interagissent avec la console, que ce soit en Node, eh bien vous avez standard in. Donc ça c'est standard in, c'est fourni par l'autre package fourni par Standard Library qui s'appelle OS. Vous avez vu, il est reconnu, entrée. Et vous dites que vous voulez, voilà, le standard in, vous voulez lire ce qui sera saisi dans la console. Maintenant que vous avez ce reader, eh bien vous pouvez l'utiliser pour lire quelque chose. On veut lire une string. Voilà, là vous voyez tout de suite que, vous avez vu, c'est important de bien faire attention. Qu'est-ce que vous voyez tout de suite? Que cette fonction, elle retourne deux choses, comme nous, il y a quelques minutes de ça. Elle retourne une string et une erreur. Donc si les choses se passent bien, ce sera une string, et si les choses sont mal passées, ce sera une erreur. Donc on pensera bien à récupérer deux choses à gauche du signe égal. Et nous, ce qu'on veut, alors là, c'est l'un des rares cas où on utilise les guillemets simples. C'est pour utiliser ce qui s'appelle des runes. On veut préciser que le délimiteur, dont on veut saisir tout ce que tapera l'utilisateur jusqu'à un certain caractère. Le caractère sera quoi? Ce sera \n. C'est-à-dire, on veut saisir tout ce que saisira l'utilisateur jusqu'au moment où il appuiera sur entrée. Donc s'il y a deux mots, il prendra deux mots. S'il y en a trois, il en prendra trois. Donc comme on a vu que readString, ça retourne une string et une erreur, on les récupère à gauche du signe égal. Donc on va l'appeler les footTitle et erreur. Mais bon, comme là on va gagner du temps, on va pas vous refaire de if, error is not nil, on va dire qu'on s'intéresse pas à l'erreur, on va avoir confiance juste pour gagner un peu de temps. Quand vous voulez pas vous servir d'une variable qui est retournée, vous pouvez simplement utiliser l'underscore. Voilà, donc on récupérera deux choses, la saisie et une erreur. Mais on a confiance, comme on est dans la console, on se dit que bon, il n'y aura pas d'erreur, voilà. On utilise underscore. Et maintenant qu'on a notre footTitle, eh bien on peut s'en servir pour initialiser le champ title à l'aide du footTitle. Récupéré ici à l'aide de notre reader. Pour le reste, comme c'est de la nourriture ici, on va indiquer que isFood, ce sera true. Pas besoin de demander à l'utilisateur. Parce que c'est nous-mêmes qui avons demandé l'in54 qui veut manger et pas boire. Pour avoir un UUID, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un foodID à l'aide de notre package UUID, de sa fonction new, et on veut une string. Parce que sinon, si on s'arrêtait là, ça nous retournerait quelque chose de type UUID.UUID. Là, au moins, ça nous permet d'avoir une string. Voilà, ça, on va s'en servir pour que notre food déclaré l'in52 est un ID de foodID. Et maintenant, on peut demander la quantité. Donc, on demande la quantité. Eh bien, quelle quantité? Comme par exemple 1, ou 2, ou 3. Et là, on va utiliser notre bon vieux scan. Voilà. Et vous vous souvenez que scan, il faut lui passer l'adresse d'une variable. Donc l'adresse, c'est l'adresse de quoi? De la propriété quantity. Et maintenant, eh bien, on peut ajouter cette nourriture à la commande de l'utilisateur. Bon, ça va être tout bête, on va la faire tout de suite en dessous. On se crée de nouveau une fonction à l'aide de func. Une fonction qu'on va appeler addItem. Et qui va prendre quoi en paramètre? Eh bien, un item de type item. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va accéder à notre order, ici. Il est accessible de partout parce qu'on l'a déclaré en dehors de toute fonction. Et on a vu que c'est une slice de string, c'est comme un array. Une slice d'item, c'est comme un array d'item dans le monde de JavaScript, par exemple. Donc, on veut que notre order, maintenant, elle contienne bien, un item de plus. Pour ça, on utilise la fonction append. Vous l'utiliserez tout le temps avec les slices. On va ajouter au slice order un item qui aurait été passé en paramètre. À partir de là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut même afficher notre order pour voir à quoi elle ressemble. Et donc maintenant ici, on peut appeler cette fonction addItem pour lui passer notre food. C'est parti. Est-ce qu'on appelle bien notre fonction getUserOrder? getUserOrder. C'est parti. Qu'est-ce que vous voulez manger? Alors on va essayer de voir si déjà ça marche le fait de prendre deux mots. Oui, il n'a pas l'air de se plaindre. Quelle quantité? Allez, on va dire qu'on en prend deux.
Et bien voilà, ça nous a bien généré, vous avez vu, on a ici maintenant, ça correspond à la ligne 70. On a ce qui ressemble à un array dans d'autres langages, mais ici ça s'appelle une slice parce que c'est comme un array, mais c'est dynamique. Il peut avoir une taille. Au départ, il avait 0 élément dedans, maintenant il y en a un. Si on repassait une commande d'un objet de plus, il y en aurait 2, 3, etc. Donc c'est un slice, pas un array. Et on a un slice de quoi? De food item. Enfin, comment est-ce qu'on l'a appelé? Un slice de item. Et voilà. Et un UUID généré comme précédemment, à l'aide de uid.new.string. Ce qu'on a saisi, pas de problème. Il a bien pris les deux mots, malgré le fait qu'il y avait un espace entre les deux. Sinon, scan, il n'est pas capable de faire ça. Il se sera arrêté à beau. C'est pénible. Moi, j'avais cherché à un moment donné, pourquoi est-ce qu'il ne me prend pas beau et boon? Mais en fait, parce qu'il faut utiliser un reader. Et ensuite, quantité 2, ça on utilise notre bon vieux scan. Et true, c'est nous qui avons décidé que ce serait de la nourriture. Pour ajouter des éléments, un slice, c'est un tableau dynamique que vous utiliserez dans 99% des cas, si c'est pas 99,9. L'intérêt d'utiliser un tableau, quand je vous dis la différence entre un slice et un tableau, c'est juste quand vous indiquez la taille. Imaginons par exemple que vous fassiez une application réseau et Go est vraiment excellent pour faire des applications réseau. Vous savez par exemple que vous aurez une IP v4, vous pourrez créer un tableau de 4 strings par exemple, 4 integers, là parce que vous savez que c'est quelque chose qui aura un tableau de 4 éléments. Mais généralement quand on utilise un tableau, c'est quelque chose de dynamique, on ne sait pas combien d'éléments il y aura dedans, donc on met rien. Donc c'est un slice de thème, vous pourrez très bien créer, si vous voulez des numbers, avec des choses fournies par défaut, vous pourrez très bien avoir un slice de integer par exemple, pas de problème. Comme la vidéo commence à être plus longue que prévu, que j'avais envie de vous montrer aussi d'autres choses que les applications de type command line interface, on va s'arrêter là pour la nourriture. Après, sur le repo GitHub, vous pouvez voir comment ajouter une boisson par exemple, ce sera presque pareil, sauf que ici, le booléen is food sera false. Ce sera la même logique. On a vu les choses les plus importantes parce que j'ai envie de vous montrer aussi d'autres choses. Et sans plus attendre, nous allons créer une deuxième petite application qui va permettre d'illustrer un autre type d'application qu'on peut créer avec Go. Alors, pour ça, je me mets dans mon répertoire tutoriel. Vous pouvez créer ça où vous voulez. De nouveau, on va créer un nouveau dossier. On va appeler Go-fast, rien à voir avec le film et les autres activités de cet acabit. Je vais appeler Biz de nouveau parce que j'ai déjà un GoFast que j'avais préparé avant le tournage de cette vidéo. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va retourner dans Visual Studio Code. On va ouvrir sur le bureau, dans Tutorials, GoFastBiz. Pour l'instant, on n'a rien. Vous connaissez la musique. On crée un fichier main.go. Là, il se plaint tout de suite du fait qu'on n'a pas de package. Donc, on va se créer un package main pour l'entrée de l'application. On se crée notre fonction main, juste pour nous assurer que tout marche bien. Et on va de nouveau importer le package format. Simplement pour afficher notre habituel Hello World. Ça, c'est juste pour vérifier qu'on arrive bien à exécuter notre application à l'aide d'un go run main.go. Si tout marche bien, on voit Hello World, c'est le cas. Donc on peut vraiment passer à ce qui nous intéresse. Vous vous souvenez que dans l'application précédente, on a vu qu'il n'y a pas d'objet en Go. On peut créer des structs. On peut créer des structs qui permettent de regrouper différents champs ensemble, mais on n'a pas de comportement. Donc on va revoir comment créer un type, finalement, un type. Imaginons qu'on ait une application qui nous permette de créer des applications dans lesquelles il y aura le type compagnie pour entreprise. Donc on se crée un type compagnie et on en fait un struct parce qu'on a envie qu'il soit composé de plusieurs propriétés, telles que le nom de l'entreprise, qui sera de type string, l'URL de l'entreprise, qui sera de type string, les produits que propose l'entreprise. Vous vous souvenez qu'on peut, c'est comme un array, sauf que ça s'appelle un slice, puisque c'est dynamique, la taille peut varier. Donc on peut créer un slice de string, parce que le produit que proposait l'entreprise, tenez, on va prendre Infomaniac, par exemple, qui est le sponsor de cette vidéo. Comme c'est un hébergeur, il vous propose de l'hébergement, de la messagerie, du cloud. Voilà, c'est pour ça que ici, ça peut pas être une string, puisque ça sera une slice de string, parce qu'on veut que ça puisse contenir plusieurs choses. Et en pays, on va choisir une propriété de type... on décide d'appeler country qui sera de type string. Si bien que on peut se créer quelque chose de type compagnie. On va prendre l'exemple d'un hébergeur. Et donc, pour créer une variable de type compagnie, il suffit
d'utiliser les accolades ouvrantes et fermantes. Et là, on revient à la ligne, et comme ça, on utilise bien le nom de point, par exemple, name de point, value, URL de point, la value, product de point. C'est plus clair. Moi, j'aime bien pratiquer de la sorte. En nom, Infomaniac. En URL, infomaniac.com. On sait qu'en produit, ce qui est attendu, c'est plusieurs choses, plusieurs strings correspondant aux différents produits que propose votre instance de compagnie. J'aurais peut-être pas dire instance, vu que c'est pas la programmation objet, mais en tout cas votre variable web hosting. Pour ça, vous déclarez qu'en valeur, vous aurez un slice de string. Donc c'est comme un tableau, sauf que ça a une taille dynamique. Ça a une taille qui peut varier. En tant qu'hébergeur, Infomaniac vous propose de l'hébergement, forcément. Et en plus, une messagerie. Bon, je vous en cite que 3 parce qu'il y a énormément de produits proposés par Infomaniac et du cloud. Et un pays, c'est la Suisse. Et pour voir à quoi ressemble votre type personnalisé quand vous l'imprimez, pour s'assurer que vous êtes sur la bonne voie, il suffit de faire un go run main.go. Et vous pouvez voir que vous avez bien un struct qui vous propose un nom, une URL et un slice de différents services, ainsi que, au final, un pays. Contrairement à la programmation objet, donc vous avez bien quelque chose qui ressemble à un objet finalement aux différentes propriétés du type compagnie. Et vous n'avez pas de comportement, contrairement à une classe, vous auriez en JavaScript par exemple. Et pour avoir du comportement, il faut recourir à quelque chose qui finalement fait vraiment ressembler les choses à ce qu'on aura en programmation objet. Vous pouvez créer des méthodes associées à un type. Comment est-ce qu'on fait ça? Une méthode finalement c'est une fonction qu'on peut appeler sur une instance d'objet quand on est en programmation objet. Là, c'est la même chose. Si vous voulez faire par exemple une fonction qui vous permet de récupérer tous les produits, vous l'appelleriez non pas Kesak mais getProduct. Alors vous tournerez une slice de string. Mais il manque quelque chose là, parce que là finalement c'est une fonction que vous appelleriez toute seule. Vous appellerez cette fonction, vous l'appellerez directement getProduct, parenthèse ouvrante et fermante. Et vous, ce que vous voulez, c'est pouvoir l'appeler sur une variable de type compagnie. Pour ça, il faut ajouter entre le mot-clé func et le nom de la fonction, il faut ajouter entre parenthèses à quoi vous voulez associer cette fonction pour que ça devienne une méthode. Comment ça vous faites ça? Vous prenez ce que vous voulez en nom de variable, que vous voulez mettre en nom d'instance, c'est comme si c'était this, et vous précisez là que ça, ce sera de type compagnie. Donc ça n'a pas d'importance, vous pourriez mettre Toto, vous pourriez mettre X, on s'en fiche, mais bon, c'est plus logique de mettre C comme compagnie. Et c'est grâce maintenant à ce type qu'on indique entre func et getProduct que vous allez pouvoir accéder aux différentes propriétés de cette instance. C'est comme si on avait this en programmation objet ici avec ce C. Ça veut dire que maintenant, vous pouvez retourner C. Ah, vous avez vu avec la notation pointée, il comprend que vous pouvez avoir accès par exemple au product. Donc ici, on peut très bien maintenant, sur ce web hosting qui est de type compagnie, on peut appeler getProduct. Ce qui veut dire que maintenant, vous ne devriez voir que hébergement, messagerie et cloud, messagerie, j'ai oublié le E. Et c'est le cas. Donc vous avez vu, c'est pas de la programmation objet, mais on peut finalement retrouver les concepts qu'on a en programmation objet, puisqu'avec le struct, vous décrivez les propriétés d'un objet, et avec cette notation qui vous permet entre le mot-clé func et le nom de la fonction, vous pouvez décider d'en faire une méthode simplement en précisant le type qui va être associé à cette fonction getProduct. Et ensuite, dans le corps de la fonction, vous pouvez accéder aux différentes propriétés de cet objet de type compagnie, de cette variable de type compagnie. Là où les choses se corsent un peu, parce que là on va retourner dans le monde des pointeurs, ce qui est logique dans ce genre d'application. Vous créez une application qui vous permet de gérer, ici en l'occurrence, l'hébergeur Infomaniac, ce sera d'ajouter un nouveau service. Donc vous pourriez vous dire, c'est facile, je crée une func sur un objet qui permettra d'ajouter, de faire de cette fonction une méthode d'une variable de type compagnie, et que je vais appeler addProduct pour ajouter un produit. Et là, le produit, vous ajouterez en paramètre un produit de type string. Donc la logique, ce serait de prendre sur cette instance de compagnie les produits et d'utiliser la fonction append qu'on avait vu, qui vous permet d'ajouter à une slice
de string, eh bien une autre string. Donc ici on va dire qu'on ajoutera ce que le produit qui aurait été passé en paramètre ici. Et le tour serait joué. Sauf que dans le monde de Go, par défaut, lorsque vous interagissez avec des fonctions, par défaut les choses se passent par value et pas par référence. Donc si vous connaissez un autre langage généralement orienté objet, où vous voyez bien la différence entre passer par valeur et passer par référence, quand vous utilisez des values, imaginons que vous ayez une feuille de papier, au lieu de la donner à quelqu'un pour qu'il puisse faire une modification dessus que tout le monde verra, vous photocopiez le papier, vous le donnez la photocopie à quelqu'un d'autre, c'est bien que les modifications faites sur la copie n'impactent pas le document original. Là, c'est exactement la même chose. Ce qui va se passer, on va tout de suite le voir, c'est que on va appeler maintenant notre fonction addProduct sur notre variable WebHosting. On peut voir maintenant qu'on a addProduct et on va ajouter l'envoi gratuit de fichiers. C'est ce qui vous permet, à l'aide de Swiss Transfer, d'envoyer des fichiers jusqu'à 50 gigas, bien plus qu'un concurrent bien connu. Voilà. Et vous pourriez vous dire, c'est bien. Après ça, puisque en ligne 17, à cette slice de string, on va ajouter envoi gratuit de fichiers. On peut même mettre un pluriel. Eh bien, votre slice devrait contenir hébergement messagerie cloud plus envoi de fichiers. Et pour s'en assurer, on va refaire un print de tous les produits. Sauf que, déception, une fois qu'on a exécuté la fonction, la méthode même, puisqu'on en a fait une méthode, ici, à l'aide de cette variable de type compagnie qu'on a passé entre func et addProduct, les choses n'ont pas été modifiées. Vous avez vu, quand on fait un print, ligne 31, pourtant après qu'on ait appelé addProduct, les choses ne sont pas modifiées. Là, il va falloir de nouveau recourir au pointeur pour dire que ce qu'on veut passer au product, ce qu'on veut ajouter, finalement, ça doit opérer sur un pointeur de compagnie. Alors, vous attendiez peut-être à ce qu'on utilise un et, mais non, ça c'est différent, parce que quand on utilise et, comme on l'a fait avec la fonction scan, ça veut dire qu'on indique l'adresse d'une certaine variable, l'adresse mémoire d'une certaine variable. Là, en revanche, ce qu'on est en train de dire, en mettant une étoile, c'est qu'on indique qu'on veut pointer vers la compagnie. Je tenais à vous présenter cette syntaxe parce que vous la verrez souvent sur les packages que vous utiliserez ailleurs, notamment si vous décidez de faire du développement back en web. Je vous montre tout de suite la chose. Alors déjà, je vais vous montrer que ça marche maintenant. Vous avez vu la seule différence? Donc si vous retrouvez dans votre code, dans des situations où vous faites ce qu'il faut, c'est-à-dire vous avez créé une méthode, c'est devenu une méthode parce que vous avez indiqué un type ici, et vous avez bien utilisé ce qu'il fallait ici, append sur un slice, et pourtant... une fois qu'on sort de la fonction, qu'on a fini d'exécuter la fonction, les choses n'avaient pas été modifiées. C'est qu'il y a de fortes chances qu'il faille utiliser un pointeur vers une variable et pas la variable elle-même. Donc il ne faut pas que vous ayez peur quand vous voyez cette étoile. Au lieu d'ajouter cette fonction addProduct, d'en faire une méthode d'une variable de type compagnie, on ajoute addProduct sur un pointeur vers compagnie. Alors imaginons que vous ayez une API REST qui vous retourne un fichier qui comporte tout ce que propose Infomaniac. Et puis on vous demande de le récupérer depuis un fichier pour que ce soit pas en dur. Et comme ça, si quelqu'un décide, un de vos collègues, d'ajouter un autre type d'application, comment est-ce qu'on peut lire ce fichier? On va se créer une méthode qu'on décide d'appeler loadSpecs. On veut que cette fonction devienne une méthode qui s'applique à une compagnie. Vous connaissez la musique maintenant. On indique que loadSpace pourrait être appelé sur une variable de type compagnie. Et on lui indiquera quoi? On lui indiquera un chemin. Il n'appelait pas de type string. Comment est-ce qu'on fait pour lire un fichier? Très simplement. De nouveau, la standard library est bien dotée. Vous pouvez utiliser le package OS. Ça, c'est fourni par... de nouveau, quand il n'y a pas de chemin complet, c'est que c'est fourni par la standard library, qui vous permet de lire un fichier. Si vous venez du monde de Node et que vous avez déjà fait des applications back en JavaScript, il y a l'équivalent. Et vous lui indiquez un chemin. Mais contrairement à Node, de nouveau, vous avez vu, on a des fonctions qui peuvent nous retourner plusieurs choses, soit un slice d'octet, un slice de byte, soit une erreur. Donc il va falloir que vous récupériez à gauche du signe égal deux choses différentes, le contenu, ce sera des octets bruts, ou une erreur. Donc on décide de déclarer instancier une variable data et une autre error. Et ce sera la même logique que ce qu'on avait fait nous-mêmes dans notre application CLI. Si les choses sont bien passées, vous recevrez des data et erreur sera nil. Mais si erreur n'est pas nil, c'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a des chances que vous n'ayez pas de data, peut-être qu'une partie, et qu'il y a une erreur. Donc on va faire comme précédemment, on teste si l'erreur n'est pas nil.
Vous vous rappelez que nil c'est équivalent de null dans pas mal d'autres langages. Eh bien, à ce moment-là, bah, vous pouvez paniquer, tiens. On va utiliser panique, et on passe l'erreur. Donc panique, c'est une fonction qui arrête l'exécution du thread actuel. Et sinon, si vous arrivez jusqu'à la ligne 28, c'est que les choses sont bien passées, et vous pouvez afficher la data. Alors, si vous avez été attentif, je dis pas que vous l'êtes pas, mais les jours ont les moins, vous avez remarqué que data, c'est un slice d'octet. Je vais vous le montrer pour l'instant sous forme brute. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est lire. Donc on prend notre instance d'hébergeur et on décide de loader les specs. Et les specs, nous on n'a pas, c'est pas une URL externe ou quoi, on va juste pointer vers le chemin local, / comment on l'appelait, apps.txt. Et là, c'est parti. Boum. Visiblement, il a réussi à lire. Donc évidemment, ça c'est moyennement lisible par un être humain. Donc vous pouvez caster en string. Et si on recommence, voilà. On reconnaît bien ce qu'on peut faire chez Infomaniac. On peut créer des blogs, des portfolios, des sites e-commerce, des sites institutionnels, des applications collaboratives, des forums, des CRM. Je crois que tout y est. Donc si plus tard, le endpoint qui est maintenu par un autre développeur décide d'ajouter d'autres choses, de type d'application, eh bien, vous pourriez accéder simplement en lisant depuis le fichier. Donc on peut voir que pour lire un fichier depuis une application Go, c'est extrêmement facile. Vous utilisez le package OS. OS package OS, il vous met à disposition une fonction readFile qui attend le nom d'un fichier. En fait, c'est pas que le nom, c'est même le chemin suivi du nom du fichier. Et ça vous retourne deux choses. Un slice d'octet et une erreur. Si l'erreur n'est pas nil, c'est-à-dire qu'il y a eu une erreur, vous prenez en compte, vous arrêtez l'application. D'ailleurs, tiens, on va le faire. On va la faire paniquer. Si je mets un chemin qui n'existe pas, on va rajouter plein de S. Faut quand même que vous voyez à quoi ça ressemble. Une application Go qui panique. Voilà. C'est clair, hein. Ça vous dit que il essaie d'ouvrir ce fichier, mais il n'y a pas de fichier ou de directory correspondant. C'est correct, hein. Donc vous pouvez vous dire, il y a un problème, mon chemin n'est pas correct. Et si les choses se passent bien, vous avez le contenu de votre fichier. Mais vous pensez bien à le caster en string. Alors vous vous souvenez que on avait vu il y a quelques minutes de ça qu'il était possible de récupérer des packages qui vous mettent à disposition des fonctions que vous n'avez pas à écrire vous-même. Du coup, c'est l'équivalent donc de ce qu'on a avec NPM dans le monde de Node, par exemple. Eh bien, vous avez énormément de packages. Déjà, la standard library est très riche, ça vous permet de faire beaucoup de choses. Mais en plus, évidemment, vous avez des packages supplémentaires, par exemple, qui vous permettent de faire du web scraping. Imaginons que vous ayez envie de voir tous les types d'applications de type CMS, en tout cas qui vous permettront de gérer du contenu, pour y aller dans Produit, je souhaite, et créer un site avec un CMS. Vous savez ce qu'on appelle les one-click install. C'est, évidemment, en 2023, c'est quelque chose qui est demandé par beaucoup d'utilisateurs, parce que tout le monde n'est pas programmeur, et même parfois en tant que programmeur, moi-même je le fais, on va pas tout programmer soi-même à la main. Donc là, on peut voir qu'on peut créer pas mal de choses. On voit qu'on a toutes ces applications. Mais vous n'avez pas envie de passer en revue chacun des liens. Peut-être que vous auriez envie de tout regrouper sur une seule page pour savoir tous les types de logiciels communautaires que vous pouvez créer, tous les types de gestion de contenu, etc. etc. Pour ça, on va scraper le contenu. Comment est-ce qu'on peut scraper ? Eh bien, vous pouvez utiliser un package. Vous vous souvenez que pour installer des packages, il faut déjà avoir un fichier de module. Donc c'est un peu l'équivalent de package.json dans le monde de Node et de JavaScript. Donc, vous vous souvenez que pour créer un module, vous faites un go mode init et vous indiquez un chemin qui généralement pointe à la structure d'un de vos repos GitHub, comme ça vous êtes sûr que la chose sera unique en plus si vous décidez de mettre ce package à disposition de quelqu'un d'autre. Donc vous faites un go mode init, en chemin vous décidez de mettre github.com, pour moi c'est code concept, pour vous ce sera le nom de votre repo GitHub, et on l'a appelé gofastbis chez nous, oui. Voilà, donc vous créez à l'aide de go mode init et un chemin ce fichier qui va vous permettre d'installer un package spécialisé dans le web scraping. J'avais cherché simplement comment est-ce qu'on fait du web scraping, l'outil le plus souvent utilisé, j'étais tombé sur Colli. Hop. Alors quand vous voyez que leur repo il se trouve sur github.com/go colli/colli,
Il y a énormément de chances qu'il faille faire un go get. C'est ça qui est pas mal. Bah, c'est comme dans le monde de Deno, finalement, Deno. Il n'y a pas de repo type npm. En fait, vous récupérez directement vos packages depuis GitHub. J'aurais bien voulu que ça apparaisse plus clairement. Bon, je sais que pour avoir joué avec, ce sera du package Colli. Depuis github.com /go Colli /Colli. Et c'est parti. Vous avez vu, vous avez installé Colli avec toutes ses dépendances. Et maintenant, on va pouvoir se créer une fonction de scrapping. Allez, on se crée une fonction avec func qu'on décide d'appeler scrap page. Et vous voulez être capable de scraper quelque chose par son URL. Donc vous attendez une URL de type string. Et ce que vous retournerez, nous ce qu'on a envie de récupérer, c'est toutes les applications qu'on peut installer avec un one-click install. Donc on retournera un slice de string. Ça vous retournera peut-être, je sais pas moi, PHP, BB, WordPress, et bon, il y en a beaucoup. C'est pour ça que j'ai voulu faire un scrapper. Allez, comment est-ce qu'on crée un scrapper? Tout simplement, on va récupérer un collector. Donc on se crée une variable, et à l'aide de ce qu'on peut considérer comme une factory, finalement, qui s'appelle new collector, vous allez récupérer un collector. Remarquez la petite étoile, ce qui veut dire que ce que vous allez récupérer, c'est un pointeur vers un collector. Après, il n'y a pas à s'effrayer, c'est tout. Vous voyez le pointeur d'étoile, vous savez que c'est un pointeur. Et à partir de là, la logique est très proche de ce qu'on fait dans le monde de JavaScript avec des event handlers. Ce que vous avez envie d'écouter, c'est... Allez, on va mettre un minimum, on veut être capable de réagir s'il y a une erreur. Donc on, vous allez voir, si vous tapez on, vous allez voir tout ce que vous pouvez écouter. Quand une erreur se produit, ou quand HTML arrive, HTML detach, oui, je ne connais pas, je n'ai pas joué avec. Quand une requête a lieu, c'est-à-dire que vous êtes en train de visiter une page. Quand vous avez une réponse, c'est-à-dire que vous avez fini de visiter. Quand vous avez scrappé. En fait, on commence par erreur. On veut écouter des erreurs. S'il y a une erreur qui se passe, on veut être mieux au courant. On va partir de leur exemple. Et je vais vous détailler la chose. Une fois que vous avez un collecteur, vous pouvez écouter plusieurs choses. Remarquez que la structure est toujours la même. Vous pouvez passer un chemin de type CSS. Vous avez vu, là, ce sera tous les liens A qui ont une propriété href. Lorsqu'un événement request se produit, vous allez appeler cette fonction. C'est un callback. Et qui vous met à disposition un pointeur vers une request. Et ce qui vous permet ensuite d'accéder à quoi? Grâce au type h4, vous pouvez tout de suite voir que R, ça aurait été bien qu'on puisse voir. Allez, on va le voir comme ça. Il a des propriétés comme URL, qui est utilisé ici. Vous pouvez récupérer des headers. Header.header, vous pouvez récupérer le contexte. Nous, on sait déjà ce qu'on a envie d'avoir. Quand vous faites du web scrapping, généralement, vous prenez quelque chose que vous cherchez. Ici, par exemple, on a envie de récupérer chaque texte. Il faut savoir que avec Infomaniac, on peut créer en un clic une application WordPress ou Joomla ou Drupal, etc. Donc c'est ça, vous faites un clic droit, vous inspectez. Quelle que soit la techno, vous allez procéder de la sorte. Et donc vous savez que vous allez chercher des H5 qui comportent cette classe. On va tenter notre chance comme ça. Donc le HTML qui nous intéresse, c'est pas tous les liens, c'est quelque chose qui aura cette classe CSS. Mais en fait, comme je l'ai fait en ligne, je peux vous dire que ce qui est commun à chacun, il y a toujours cette petite partie de recherche quand vous faites du web scrapping. Il suffit de chercher tous les éléments qui ont cette classe CSS. C'est ceux qui nous intéressent finalement, c'est les H5. Ce qui veut dire que vous avez un HTML element. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher à l'aide de notre package format et printf quelque chose qui va nous permettre de repérer facilement. Donc là, je vais mettre des chevrons, comme ça on le verra facilement dans la console. On voudra voir quoi donc? Le texte. Vous avez vu, on peut jouer avec plein d'autres choses, avec le DOM, un text name. Nous, c'est le texte qui va nous intéresser. Donc le texte, ce sera quoi? Le texte, ce sera WordPress, par exemple. Puis à côté, ce serait Joomla, à côté, ce serait Drupal. Alors, on a dit que il fallait qu'on indique à cette fonction vers quelle URL se rendre. Pour ça, il faut lui dire de visiter une certaine URL. L'URL qu'on aura passée en paramètre. On va visiter cette URL. C'est important de la mettre au-dessous. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content, lui? Parce qu'il manque un return. Oui, parce qu'on a dit qu'on retournerait quelque chose. Pour l'instant, on va rien retourner. On veut juste s'assurer qu'on arrive à scraper. On peut commenter tout ça. Scrap page.
Et on va l'appeler sur la page qu'on a envie de scraper. Donc si on récapitule, on passe cette URL. On crée un nouveau collector. On met un event handler pour écouter les événements on HTML. Quand cet élément se produit, on lui dit qu'on est intéressé par un élément qui a pour classe. Ah, il manque le point du classe. C'est vite fait d'oublier ça, ça n'aurait pas marché. Un élément qui a pour classe, c'est la même syntaxe que quand vous utilisez les sélecteurs dans CSS. Et une fois qu'il trouve dans le HTML un élément qui a pour classe CSS- tout ça, eh bien, il va exécuter cette fonction. Et remarquez, comme c'est le cas dans le monde de JavaScript, on peut créer des fonctions anonymes en Go. Il nous met à disposition un HTML element, et on peut voir que cet HTML element nous permet d'accéder à un texte attribué. De nous, ce qui nous intéresse, c'est le texte. De nouveau, parce que j'ai joué hors ligne et que j'ai vu que c'était le texte qui m'intéressait. La chose, je vous dis tout de suite, n'avait pas marché parce qu'en fait, il faut indiquer la V2. On utilise la V2 de Scully. Là, il n'est pas content. Là, il me permet de faire un go-get de la version, de la V2 de Colli. Voilà. Et donc, là, on devrait être bon. C'est tout bête, hein, pour scraper, c'est même pas 10 lignes, hein. Encore, je compte les espaces. Enfin, avant de crier victoire, essayons, à l'aide d'un go run main.go, de voir si on obtient bien quelque chose. Et hop, ça a l'air plutôt bien parti. Donc vous avez vu, là, ça correspond bien, on a utilisé printf, donc on utilise toujours ces 4 chevrons suivis de la variable i.text. MediaWiki, PHPBB, DocuWiki, ouais, ça paraît être inventé. Et si je vais tout au bout, à la fin, ce sera Lime Survey SEO Panel. Tout à la fin sera dans sondage et statistiques, Lime Survey SEO Panel. Donc, on a, avec succès, récupéré tous les types d'applications. Il y en a plus de 100. D'applications web et CMS que vous pouvez installer facilement si vous optez pour Infomaniac en hébergeur. Nous, on a dit qu'on voulait retourner quelque chose. Parce que, bon, la console, c'est bien, mais... Donc on a dit que nous, ce qu'on voulait, c'était retourner un slice de string. Donc juste avant notre onHTML, eh ben, ici on va créer notre variable qu'on décide d'appeler oneclickapps, qui commence par être un slice de string vide, d'où les accolades ouvrantes, accolades fermantes. Et maintenant, ici, au lieu de se contenter de faire un printf, on peut le commenter. On va ajouter à notre oneclickapps, à l'aide de la fonction append qu'on a déjà vu. Vous avez vu un petit tab et ça vous met tout de suite sur quoi il veut faire append, parce qu'il a compris comme à gauche du signe égal il y a oneclickapp, il met tout de suite en premier paramètre, en premier argument plutôt passé ici, oneclickapp. Et qu'est-ce que vous voulez ajouter? La même chose, hein, le texte, i.text. Et donc ça, c'est ce qui va être retourné. Et tout à la fin, parce que là vous avez vu, il se plaint, il est là, vous avez annoncé que vous allez retourner quelque chose et pourtant il n'y a pas de return. D'accord, on retourne oneclickapps. Si bien que maintenant ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer, lui maintenant il voit bien qu'il récupère un slice de string. Ouais, on va se créer une variable res pour response. Et on va l'afficher ici. On va dire que res a pour valeur cette réponse. C'est parti. Hop, on se connecte. On visite Infomaniac, la page qui nous permet de lister tous les CMS qui existent et assimiler. Et voilà. Voilà, on a tout récupéré. Imaginez s'il avait fallu faire ça à la main. Hein, ça aurait été pénible. On est développeurs, on a un super pouvoir qui nous permet de faire des choses automatisées. Si vous vouliez parcourir ensuite... on n'a pas vu ça et c'est important quand même. Maintenant qu'on a une slice, c'est une collection, vous pourriez parcourir à l'aide d'un for. On n'a que for dans le monde de Go. Donc si vous voulez parcourir ce slice, eh bien vous pouvez dire que pour chaque, comment on pourrait l'appeler, T comme texte, pour chaque texte dans résultat, c'est comme faire un map hein, finalement dans le monde de JavaScript. Eh bien vous pouvez faire un format .printf infomaniac, permet d'installer rapidement et ensuite on met la valeur. Et la valeur c'est le texte.
Donc ici, c'est pas la peine qu'on doublonne. C'est reparti, on va... Voilà. Ouais, bah, j'aurais mieux dû mettre une ligne à chaque fois, parce que c'est un peu le bazar. Nouvelle ligne avec \n. Voilà. Ah, non, vous avez vu, c'est intéressant ce qui est passé, c'est qu'en fait, il nous a sorti l'index. En fait, lui-même, il nous retourne plusieurs choses. Il nous retourne l'index et la valeur. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire c'est index et puis le texte. Voilà. Donc, on va mettre ce qui nous permet d'installer facilement. On va d'abord mettre l'index et le texte. Voilà. 103. Il y a 103 applications que vous pouvez installer à ce jour. Donc, vous avez vu. Et encore, on commence à 0 forcément, parce que les tableaux, tout le temps, dans quasiment tous les langages informatiques, sont numérotés à 1. Mais bon, comme nous, on s'en fichait un peu de l'index, que vous pouvez faire, comme toujours, vous savez, quand vous en fichez de quelque chose qui est retourné, vous pouvez mettre un underscore à la place. Un undefined index. Oui, on n'aurait pas dû l'utiliser ensuite, forcément. Donc, vous pouvez mettre un underscore, virer la référence à ce qu'on avait au départ, et utiliser que le texte. Parce qu'en fait, ici, c'est l'index. Et ici, c'est l'élément lui-même du slice de string qui est parcouru. Allez. Cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà. Et enfin, si vous aviez envie de savoir combien d'éléments comportait ce tableau, sans forcément lister, vous auriez pu simplement faire un... installer... application rapidement et en mettant simplement en appelant la fonction len et en lui passant le résultat. Voilà, vous pouvez installer facilement. Ah sauf que j'aurais dû des printf, il doit me le dire. Voilà, il est possible que il a une directive %v propre à printf. Vous avez vu, il vous le dit, hein, si vous lisez calmement les messages d'erreur, ils sont généralement clairs, hein, dans le monde de Go. Voilà, vous pouvez installer 104 applications rapidement. Merci de nouveau à Infomaniac d'avoir sponsorisé cette vidéo que j'ai pu donc vous proposer. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'utiliser Go au quotidien. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Si vous êtes intéressé par le fait que je crée une formation complète Go, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On peut faire beaucoup de choses, hein. Il y a énormément d'utilitaires qui existent, de frameworks. Pour les habitués d'Express, hein, vous pouvez utiliser un framework comme Fiber avec une documentation exceptionnelle. Pour tout ce qui est réseau, vous pouvez utiliser les packages natifs et ça vous permet de créer des scanners de port, des firewalls. Bon, tout ça, en général, c'est des produits qu'on achète tout fait, mais pour vous dire que pour des petits produits que vous avez envie de faire en local, des choses custom et les développer rapidement, eh bien, Go, c'est parfait. On n'a pas vu les Go Routines, c'est tout bête. Par exemple, si on décommente ça, si vous aviez envie d'exécuter une fonction depuis un nouveau thread, il suffirait de mettre Go devant et ça exécuterait dans ce nouveau thread. Mais après, ça implique ensuite de savoir comment récupérer, comment faire en sorte que votre thread principal ne s'arrête pas si il a terminé avant que cette fonction ait fini de travailler, comment faire communiquer les threads entre elles, ça se fait avec l'aide des channels. Ça pourrait être une vidéo complète, donc je ne vais pas vous en parler. C'est plutôt que de bâcler la chose. Donc, le multithreading est rendu très facile dans le monde de Go, mais surtout, vous avez vu, on peut créer énormément de types d'applications dans un langage fortement typé, compilé, et qui, niveau performance, en gros, c'est un peu la logique et la devise de Go, c'est d'avoir la même facilité d'apprentissage et d'utilisation que Python, tout en ayant des performances proches d'un langage comme C ou C++. Alors comment situe Go par rapport à Rust? Go est beaucoup plus simple à utiliser, il est moins performant du fait qu'il y a un garbage collector, mais on va dire que on est peut-être de l'ordre de 15 à 20 fois plus rapide qu'avec une appli écrite en Python par exemple, et avec des performances donc bien supérieures, et avec la facilité d'utilisation de Python. Voilà, facilité d'utilisation et performance, là où Rust, vous avez encore plus de performance, mais moins de facilité d'utilisation. Donc chaque langage a sa raison d'être, hein. Ça ne veut pas dire que Python va disparaître, loin de là. Il fait très bien ce qu'il fait, c'est un langage de glue, utilisé énormément par les DevOps. Donc voilà, les langages ne se remplacent pas, simplement vous ajoutez à votre trousse à outils des langages supplémentaires. J'espère que ça vous aura donné envie d'ajouter un JavaScript et TypeScript, un seul langage, Go, qui monte de plus en plus en popularité, notamment
dans le monde des DevOps, mais aussi pour les développeurs back-end, si vous voulez utiliser un framework comme Fiber ou Gin. Un petit like si vous aimez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.